Dans cette vidéo, je vais classer les ratios de valorisation, donc les ratios financiers qui permettent d'évaluer si une action est chère ou pas chère. C'est parti. Alors, en premier, le price to sales ratio. Donc au numérateur, on a le prix qui peut être, selon comment on calcule, soit la capitalisation boursière de l'entreprise, soit le prix de l'action. Et au dénominateur, respectivement, les sales, donc soit le chiffre d'affaires, soit le chiffre d'affaires par action. Donc celui-là, je vais le mettre en D. Je le mets en D. Parce que le numérateur, déjà, on utilise le market cap, mais ça prend pas en compte la dette ni le cash. Donc on va voir plus tard que c'est qui a mieux au numérateur. Et au dénominateur, c'est le revenu. Mais le revenu, c'est pas très utile par rapport aux bénéfices, par exemple, puisque deux entreprises peuvent avoir le même chiffre d'affaires, mais une peut avoir des marges de 10% et une peut avoir des marges de 80%. Et même pour une entreprise qui n'est pas encore rentable, qui n'a pas de bénéfices, c'est plus intéressant d'essayer d'évaluer ses marges futures pour évaluer ses bénéfices futurs, plutôt que de juste prendre un multiple des ventes. Donc je le mets en D. Ensuite, le PE ratio, donc le plus populaire qu'un peu tout le monde utilise. Je vais le mettre en B, je pense. Alors pourquoi? Déjà toujours pareil, au numérateur on a P, donc soit la capitalisation boursière, soit le prix de l'action. Donc on verra plus tard qu'il y a mieux. Et au dénominateur on a le bénéfice net, mais on va voir dans les prochains ratios que c'est pas la mesure idéale d'utiliser les bénéfices nets. Mais c'est beaucoup mieux que les revenus. Ensuite, EV sur EBITDA. Alors lui je vais le mettre en A. Pourquoi A? Alors déjà au numérateur, là on n'a plus la capitalisation boursière ou prix de l'action, on a le EV, donc EV c'est Enterprise Value, ou valeur d'entreprise en français. C'est le market cap plus la dette moins le cash. Donc ça permet de prendre en compte la situation au niveau de la balance sheet de l'entreprise. Donc pour bien comprendre, hop, là on a deux entreprises, une entreprise A, une entreprise B. Le prix de l'action de chacune est de 100 dollars par exemple. L'entreprise A n'a pas de dette, l'entreprise B a 20 de dette. Les deux entreprises A et B ont 10 de bénéfices par action. Donc pour calculer le PE ratio pour l'entreprise A, on prend prix de l'action 100 divisé par le bénéfice, donc divisé par 10, ça fait 100 divisé par 10, ça fait 10. Et pour l'entreprise B, pareil, 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc là, on pourrait croire que les deux entreprises sont valorisées pareil. Il n'y en a pas une plus chère que l'autre. Mais si au numérateur on change le P par l'enterprise value, donc pour l'entreprise A on a toujours 100 plus la dette, mais la dette est de 0, donc 100 plus 0 divisé par 10, on a toujours 10. Mais pour l'entreprise B, on a 100 plus 20, parce qu'on ajoute la dette, donc 120 divisé par 10. Et là on arrive à un multiple de 12. Et donc on voit dans ce cas-là que l'entreprise B, en fait, elle est plus chère que l'entreprise A, et on ne l'aurait pas su si on avait utilisé juste le PE ratio, mais en utilisant la valeur d'entreprise qui prend en compte la dette, là on peut voir que l'entreprise B est plus chère que la A. Donc avec uniquement ces informations-là, il vaudrait mieux acheter l'entreprise A plutôt que l'entreprise B. Et ensuite au dénominateur, on a l'EBITDA. L'EBITDA c'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation et Amortization. Donc le earnings c'est le même qu'on avait avant, mais là on voit qu'on enlève les intérêts, les taxes, les depreciations et amortizations. Alors c'est un peu mieux, il y a encore ça comporte des défauts, mais c'est un peu mieux que d'avoir les bénéfices nets, donc le E, principalement parce que ça enlève en fait le D et le A, donc depreciations et amortizations. Alors pour bien comprendre ce que c'est, on peut prendre l'exemple d'un investissement immobilier. Par exemple, un investissement immobilier qui vous rapporterait 10 000 euros de loyer par an et sur lequel vous avez par exemple 5 000 euros de taxes foncières, de charges de copro et de frais de ce genre-là. Donc vous avez 10 000 euros de loyer moins 5 000 de charges, il vous reste 5 000 de bénéfices. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut déduire aussi ce qu'on appelle l'amortissement du bien. En fait c'est pour prendre en compte l'usure naturelle du bien. Comptablement, on a le droit de dire, je dis des chiffres au hasard, mais on va pouvoir par exemple déduire 5 000 euros d'amortissement par an, comptablement.
Et donc on aura un bénéfice de 10 000 moins 5 000 de charges, moins encore 5 000 d'amortissement. Donc un bénéfice de 0 qui fera qu'on payera des taxes sur 0. Mais notre cash flow réel, l'argent vraiment qu'on aura sur le compte, il reste de 5 000. Parce que l'amortissement, c'est pas une vraie dépense, c'est un truc comptable. Donc voilà, l'EBITDA permet de ne pas prendre en compte les depreciations et amortizations. Ensuite, le price sur free cash flow. Je vais le mettre en A aussi. Alors pourquoi? Déjà le P, on retrouve les mêmes défauts que précédemment, donc c'est pas l'enterprise value, mais c'est un ratio qu'on voit quand même assez souvent, donc je le mets. Et au dénominateur, le free cash flow. Là, c'est mieux encore que l'EBITDA. Pourquoi? Parce que le free cash flow, ça se trouve pas en fait sur le même document financier que l'EBITDA ou les bénéfices nets. Ça va se trouver sur le cash flow statement, alors que les autres se trouvent sur l'income statement. Et sur le cash flow statement, on trouve vraiment les vraies rentrées d'argent, les vraies rentrées de cash sur le compte de l'entreprise et les sorties. Donc ça nous donne une vraie vision de la situation financière de l'entreprise, la situation la plus proche de la réalité possible. Concrètement, l'avantage du free cash flow par rapport à l'EBITDA, c'est que l'EBITDA, il retire aussi les intérêts et les taxes, le I et le T. Alors que le free cash flow les conserve, puisque c'est des vraies sorties d'argent. Et par contre, il ne prend pas les depreciations et amortizations qui n'en sont pas. Donc on a le chiffre le plus représentatif de la situation financière réelle de l'entreprise. Ensuite, le free cash flow yield. Donc j'ai mis entre parenthèses free cash flow sur price, parce qu'en fait c'est exactement la même chose que le price sur free cash flow, mais en exprimé autrement, en fait en inversant le ratio. Au lieu que ce soit exprimé sous forme d'un multiple, ce sera exprimé sous forme d'un pourcentage. Donc je vais le mettre au même niveau. Ensuite, on a l'enterprise value sur free cash flow. Donc là, c'est le bon combo. On a au numérateur la valeur d'entreprise qui prend en compte le market cap plus la dette moins le cash. Et au dénominateur, on a le free cash flow. Donc je vais le mettre en rang S. Ensuite, on a le free cash flow yield. Donc free cash flow divisé cette fois-ci par la valeur d'entreprise. Donc j'ai mis les deux versions. Sur les sites financiers, on voit plus souvent, je pense, la version qui prend en compte le prix plutôt que la valeur d'entreprise. Donc c'est dommage, mais du coup on peut le calculer par soi-même si on veut. Donc je le mets en S aussi. Ensuite, le dividend yield. Le dividend yield, c'est un ratio qui va surtout intéresser les investisseurs en dividendes et qui ne va pas intéresser grand monde d'autres. Donc surtout pour cette raison, je vais mettre en C. En fait, il faut comprendre la relation entre free cash flow et dividende. En fait, le free cash flow, avec cet argent, l'entreprise elle va pouvoir faire 5 choses. Elle va pouvoir réinvestir sur elle-même, elle va pouvoir faire des acquisitions, elle va pouvoir racheter ses propres actions, elle va pouvoir rembourser sa dette et verser des dividendes. Et en fait, verser des dividendes, c'est un peu sa solution de dernier recours par rapport aux autres options. Si l'entreprise elle estime qu'elle peut avoir un meilleur retour sur investissement en investissant sur elle-même, il vaut mieux qu'elle le fasse. Si elle pense qu'elle peut avoir un meilleur retour sur investissement en faisant des acquisitions, il vaut mieux qu'elle le fasse. Et en dernier recours, on verse des dividendes. Et pourquoi en dernier retour? Aussi parce que le premier dividende, c'est que c'est pas tax efficient en fait. L'entreprise est déjà taxée sur ses bénéfices. Si elle verse un dividende, vous allez ensuite être taxé sur ses revenus. En France, 30% par exemple. Donc il y a une double taxation qui est moins intéressante que les 4 autres options. Et en dernier, on a le ratio price to book. Donc, le ratio price to book, c'est un ratio différent des précédents. Les ratios précédents, ils valorisent l'entreprise en fonction de ce qu'elle gagne. Le ratio price to book, il valorise l'entreprise en fonction de ce qu'elle possède. Donc ça se calcule market cap divisé par les capitaux propres, ou equity en anglais. Et pour pour comprendre ce que c'est les capitaux propres, on peut prendre l'exemple d'un particulier qui possède un bien immobilier, par exemple, qui vaut 300 000, donc vous avez 300 000 d'actifs, et par exemple 100 000 de crédit dessus, donc de passifs. Vous faites 300 000 les actifs moins 100 000 les passifs, et vous avez 200 000 de capitaux propres ou equity. Et c'est un ratio qui intéresse surtout les investisseurs deep value, donc ils vont chercher des entreprises avec des price to book inférieurs à 1. Ce qui veut dire que si l'entreprise revend tout ce qu'elle a, tous ses actifs, donc ses usines, ses locaux, etc., elle va récupérer plus que sa valeur sur le marché. C'est un peu comme si vous achetiez une entreprise gratuite, quoi.
Mais après, dans la pratique, la plupart du temps, quand les price to book sont inférieurs à 1, c'est que l'entreprise a des gros problèmes et que c'est pas une bonne affaire. Donc c'est un ratio que je trouve pas très utile en pratique aujourd'hui. Je vais le mettre au même niveau que le dividend yield en C. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous avez appris des choses. Et à plus!